Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Informer, c'est en grande partie vérifier, recouper, aller voir par soi-même si ce qu'on nous dit, ce qu'on nous affirme est vrai. Et c'est devenu même une spécialisation en soi. Aux côtés des services culture, reportage, police-justice, il y a désormais souvent dans les rédactions des équipes dédiées à la vérification, le fact-checking. Et leur tâche n'est pas rendue particulièrement simple par l'époque avec la prolifération des contenus et la facilité avec laquelle circulent les fausses infos. C'est ce qui nous avait donné envie, en juillet 2019, de consacrer un épisode à cet aspect désormais incontournable du journalisme. Bienvenue dans Programme B. I think it's a disgrace. And I say that, and that's something that Nazi Germany would have done and did do. I think it's a disgrace. That information that was false and fake and never happened got released to the public. I'm not going to give you a question. You are fake news. L'idée de cet épisode, elle nous trotte dans la tête depuis un moment déjà. Depuis les alertes répétées, par exemple, de nos confrères des décodeurs du monde sur leurs difficultés, notamment face aux militants de La République En Marche. Mais c'est un autre épisode, plus récent, qui nous a poussé à nous y mettre sérieusement. Un article de Check News, la cellule de fact-checking à la demande de Libération, qui répond aux questions des internautes en enquêtant sur des sujets qu'ils lui soumettent. En l'occurrence, le papier portait sur une consoeur, spécialiste de l'agriculture, accusée d'avoir assuré des interventions rémunérées auprès de lobbies industriels, ce qui expliquerait selon certains, sa défense régulière du glyphosate, cet herbicide très polémique suspecté d'être cancérigène. Libé s'est donc retrouvé embarqué un peu malgré lui dans le débat ultra-violent qui fait rage en ligne entre les détracteurs du glyphosate et ses défenseurs. J'ai donc appelé Vincent Caucase, l'un des journalistes de Check News, pour lui demander si ces rapports conflictuels permanents avec des groupes militants ne gênaient pas son travail. Oui, perturbé, mais nous, on essaie aussi de s'extraire de ça. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on fait notre boulot de journaliste et qu'on nous pose très souvent des questions sur des sujets qui sont très polémiques. Ouais. Mais nous, on décide de le traiter, en fait, très simplement comme on traiterait n'importe quel autre sujet et essayer de s'extraire un peu de la polémique chaude du moment, même si, de fait, on est dans ce contexte-là, donc et les gens qu'on appelle et le boulot qu'on fait, il se fait dans ce contexte-là, mais on essaie dans la mesure du possible de s'en extraire. Typiquement, le sujet du glyphosate, c'est un sujet où il y a deux camps qui se sont constitués, ouais. Les anti-glyphosate et les pro-glyphosate. C'est un peu bizarre, je pense, de dire ça, mais c'est comme ça que ça s'est constitué, notamment sur Twitter. Nous, on nous a rangés parfois dans les pros, parfois dans les anti. Parce qu'à chaque fois, on faisait notre boulot, en fait. C'est-à-dire qu'on nous a posé des questions sur certaines émissions diffusées par France 2, où il y avait des choses qui nous paraissaient pas... on a travaillé, on s'est rendu compte que des choses n'étaient pas exactes. Et là, on nous a rangés dans les anti parce qu'on a fait un article sur quelqu'un qui était pro-glyphosate. Donc ça devient aussi très compliqué parce qu'on nous range forcément en fonction des articles, dans un camp ou dans un autre. Après, nous, voilà, ça nous empêche pas de continuer à faire notre boulot. Oui, ce qui moi me frappe, c'est le côté presque inaudible en tout cas pour ce qui est des militants, que prend le travail de vérification. C'est-à-dire que là où cet outil était pensé dans les rédactions et dans la tête de pas mal de journalistes, dont moi, comme étant quelque chose qui permet de ramener un peu de sens et de vérité dans un travail qui est souvent pollué par de la communication et par pas mal de contre-vérités, finalement, en fait, ça n'a pas de prise sur les militants qui sont ceux qu'on entend et qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est pas totalement faux, mais je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que les militants sur ces questions-là sont une minorité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des communautés très actives sur ces sujets, vraiment très 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 actives, avec des milliers de tweets, ils sont capables de mettre en top tendance sur Twitter certains hashtags, mais c'est une fraction des gens qui vont vraiment lire les contenus et qui vont pouvoir être renseignés avec un article de vérification, d'explication ou une enquête. Donc je pense qu'il faut distinguer le bruit, et je dis pas ça au sens péjoratif, mais le bruit que peuvent générer des communautés et ce qu'elles représentent en termes de nombre, quoi. Donc moi je pense que quand même c'est important de continuer à faire ce travail à plat, de vérification, d'enquête, etc. sur ces sujets. Parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dessus et qui sont pas des militants. La très grande majorité des gens ne sont pas des militants pro ou anti-glyphosate. La majorité des gens ont envie d'être informés sur ces sujets. Et donc nous, on est plus là à la limite pour eux que pour aller convaincre des gens
qui dans leur bio Twitter ont pro ou anti-glyphosate, parce que eux ils sont déjà effectivement dans une démarche de militantisme et c'est leur droit, mais je pense enfin on s'adresse à tout le monde, eux compris, mais si eux sont pas convaincus par notre travail, c'est très très grave. Il y a aussi un truc moi qui me turlupine depuis un petit moment quand je réfléchis à la question de la vérification, c'est je me demande dans quelle mesure ça n'entretient pas quelque part, je me fais un peu l'avocat du diable là au passage, mais si ça n'entretient pas quelque part un vieux faux semblant que notre profession traîne, qui est l'idée que le journaliste c'est censé être objectif et que du coup cette exigence de vérité nous ramène du côté de la prétendue objectivité des journalistes, et on sait tous une fois qu'on commence à pratiquer ce métier que c'est pas possible en fait, qu'on n'est jamais objectif face à l'actualité. Est-ce que toi, des fois, tu as cette sensation-là aussi, ou c'est pareil, quelque chose dont tu essaies de faire abstraction? Non, alors moi, je suis clairement sur une ligne où je suis persuadé qu'on ne peut pas être objectif quand on est journaliste, parce qu'on est une personne constituée, parce qu'on vient de quelque part, parce qu'on parle de quelque part, comme on dit. Donc ça, moi, je suis très à l'aise avec ça pour dire que l'objectivité journalistique n'existe pas. Le fact-checking, peut-être que la confusion vient du fait que le fact-checking, pour moi, c'est pas tant le résultat que certaines méthodes qu'on va utiliser, c'est de essayer de tout mettre à plat, essayer de s'extraire un peu de l'actualité aussi parfois. On parle aussi parfois d'explainer. Donc c'est plus aussi des méthodes, etc., que des résultats, un résultat qui serait forcément objectif, etc. Donc non, moi je pense pas que le fact-checking ça implique que le journaliste soit objectif. Ça implique de revenir parfois à certains faits. Et oui, dans beaucoup de choses, il y a dans plein de domaines, il y a des faits qui sont vérifiables. Après, l'interprétation, on n'en fera pas la même si on est de droite ou si on est de gauche, mais on peut revenir à des faits sans pour autant prétendre à l'objectivité. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas un peu entretenu cette illusion-là en faisant des vrais faux, en ayant recours à tout un tas de vocabulaire, à tout un champ sémantique qui pouvait laisser penser qu'on présentait une vérité. Je m'inclus dans le mouvement, évidemment, parce que j'ai fait des choses comme ça moi aussi dans ma carrière. Oui, mais en même temps, il y a quand même parfois, l'ancêtre de Check News, c'était Désintox. Ouais. Donc là, peut-être qu'on était plus dans ce type de vocabulaire que tu évoques. Et pour le coup, moi, j'ai bossé à l'époque de Désintox pendant une campagne présidentielle. Il y avait beaucoup de choses fausses qui étaient dites, c'est-à-dire des choses vérifiables, même parfois, y compris très facilement, par les politiques, qui étaient inexactes et qui étaient fausses, quoi. Après, nous, on parlait pas forcément de mensonges, parce que mensonge, ça voudrait dire qu'il y a une volonté de tromper. Mais quand quelqu'un dit qu'il y a je sais pas, si quelqu'un dit qu'il y a 25% de chômage ou si quelqu'un dit qu'il y a 2% de chômage en France, dans les deux cas, ce n'est pas vrai. Et c'est pas asséner une vérité ou de le dire. Après, on peut rentrer dans le détail et dire il y a différentes interprétations sur ce qu'on considère être le chômage, etc. Mais par exemple, sur les chiffres de l'immigration aussi, il y a des choses qui étaient totalement délirantes qui ont été dites. Et je pense que c'est pas forcément prétendre à la vérité absolue que de dire qu'il y a un certain nombre de chiffres, qu'il y a un certain nombre de faits qu'on peut vérifier. Et après, encore une fois, en partant de ces chiffres et en partant de ces faits, chacun se fait sa propre idée et chacun se fait son interprétation, quoi. S'il y a bien une institution médiatique censée incarner une forme de neutralité et quasiment même d'objectivité en France, c'est l'AFP, l'agence France Presse, qui fournit en dépêche d'actualité l'essentiel des grands médias chez nous. Récemment, l'AFP s'est dotée d'un service de vérification, l'un des plus importants au monde, AFP Factuel, qui est d'ailleurs dispo en plusieurs langues. C'est Grégoire Lemarchand qui en est le responsable et je suis allé le voir dans les locaux de l'agence à Paris pour lui demander si le fait que l'AFP se lance dans le fact-checking s'inscrivait dans cette logique de neutralité que j'évoquais à l'instant. En fait, le fact-checking, c'est quelque chose qui est pas naturel à l'AFP, parce que originellement, dans notre ADN, il y a toujours été l'importance a toujours été d'écrire sur des choses qui se sont passées, des choses qui, des informations vérifiées, sourcées, validées. Il s'est passé ceci, cela, etc. avec des gens sur place, avec des sources qui expliquent. Donc, le fact-checking, ça fait longtemps que ça existe. L'AFP est certainement pas, précurseur dans ce domaine. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les choses ont nettement changé depuis 3, 4, 5 ans. D'une part, il y a eu des événements, des grands événements de retentissement mondial comme le référendum sur le Brexit, l'élection présidentielle américaine où la désinformation a joué un rôle. Je prétends absolument pas qu'elle ait fait basculer le scrutin, etc. Mais
il est vrai qu'elle a joué un rôle important dans le débat autour de ces 2 scrutins très importants. Et puis, il y a l'idée aussi qu'aujourd'hui, la désinformation, la mauvaise information, les manipulations de l'information deviennent quelque chose d'autant consommé, voire de plus consommé qu'une information, encore une fois, validée, sourcée, faite, élaborée et rédigée soigneusement. Donc, on peut pas, aujourd'hui, quand on est l'AFP, qu'on a plus de 1500 journalistes, qu'on travaille dans plusieurs langues, on peut pas rester à l'écart de ça en disant nous finalement on continue à faire tout ce qu'on a fait toujours et à dire on ne parle pas des rumeurs, ça ne s'est pas passé donc j'en parle pas. Mais non, aujourd'hui on apprend à changer les choses et de dire voilà, il y a quelque chose qui est faux, qui est massivement cru. On peut pas, j'allais dire, laisser les lecteurs finalement en dehors de ça, et on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà, aujourd'hui les fausses informations, elles peuvent, dans des pays comme l'Inde ou en Afrique, avoir des répercussions dramatiques, c'est-à-dire des gens qui sont lynchés, etc. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc pour nous, aujourd'hui, on estime que c'est une mission fondamentale de l'AFP, une information, comme je vous disais tout à l'heure, recoupée, vérifiée, etc. Mais aussi de dire, voilà, ça c'est vrai, ça c'est faux. Et ça c'est important. On peut plus faire comme avant, un tel dit ça, dit c'est blanc, une autre personne dit c'est noir, faites votre avis. Voilà, si des gens disent des choses manifestement fausses, faut le dire. Donc c'est important pour nous voilà, encore une fois de pas rester en dehors de ça. Et puis voilà, je crois que l'AFP, elle a une mission d'intérêt général, c'est inscrit dans une loi, et la mission aujourd'hui, lutter contre la désinformation, les manipulations de l'information, ça rentre vraiment dans la mission d'intérêt général. Et dernière chose, vous évoquiez tout à l'heure le rôle, la place de l'AFP dans l'univers, dans l'écosystème médiatique. Aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est quelque chose, le fact-checking, la vérification, la démystification, c'est quelque chose qui est attendu par les premiers consommateurs de l'AFP, par les médias, qui n'ont pas forcément toutes les ressources pour faire ce travail. Donc aujourd'hui, ça fait partie complètement de nos missions. Ceci dit, ça dénote d'un changement aussi de positionnement sans doute de l'AFP. Le fait que le factuel, soit le fact-checking, soit essentiellement, enfin en tout cas énormément adressé au public directement, ce qui n'est pas forcément dans les habitudes maison, si j'ai tout bien suivi. L'AFP est un fournisseur d'informations généraliste comme un grossiste, finalement, même si les choses sont un peu plus subtiles, mais elle n'entend pas s'adresser directement, effectivement, au grand public. Ses premiers consommateurs sont d'abord ses abonnés, ses clients, et essentiellement les médias, télé, radio, etc. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on s'est dit par rapport à la lutte, encore une fois, contre les infox, la désinformation, quand on entend toucher le maximum de monde, quand on pense que voilà, c'est important, on peut pas, c'est pas un produit qu'on peut, j'allais dire, c'est pas un produit comme un autre finalement. Et donc tout de suite, il a été décidé que ce produit, dans le sens le plus noble du terme, serait accessible à tout le monde. Quand on veut lutter contre la désinformation, et lutter contre la désinformation, c'est toujours courir derrière des gens qui vont très vite. Désinformer, c'est très facile. Dire attention, ça s'est pas passé comme ça peut prendre beaucoup de temps. Donc et la désinformation, les manipulations d'information touchent beaucoup de monde. Donc si nous, on veut en toucher beaucoup aussi, on doit avoir quelque chose d'accessible directement pour le grand public. La difficulté que ça crée, c'est que ça met les fact-checkers, et c'est un problème que rencontrent là pour le coup la plupart des services de fact-checking, en discussion directe, on va dire, avec le public, notamment sur les réseaux sociaux, où là, les choses sont pas toujours très simples pour le fact-checking, et les interactions peuvent vite partir en autre boudin, enfin, pour rester extrêmement poli. Si on l'a vu récemment avec Le Monde, en a fait beaucoup état de ces difficultés à gérer, notamment les militants politiques sur Twitter qui sont extrêmement actifs et de plus en plus agressifs. C'est une difficulté supplémentaire, j'imagine. C'est une difficulté, mais très sincèrement, on va dire factuel, existe aujourd'hui depuis novembre 2017. Les interactions avec le public est quand même très très largement positif.
il y a des acharnés, il y a ce qu'on appelle des trolls, des gens qui sont dans une logique et j'allais dire, même si on leur met des évidences de vol-nez, elles trouveront toujours un argument derrière pour dire oui, mais vous dites ça c'est vrai, mais en fait c'est faux parce que tatati tatata. Donc pour l'instant, nous on n'est pas trop victimes de ça. Parfois ça peut être pénible d'être agressé, d'être pris à partie, etc. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on voit vraiment, c'est des retours positifs dans les messages sur Twitter, privés ou pas, dans des mails qu'on reçoit, ou sur Messenger, sur Facebook. Peut-être aussi parce que nous, on a pris... Alors, on est un peu plus, comme je vous disais tout à l'heure, on est un peu plus récent dans ce domaine-là. Et je pense que les gens se sont dit, ah ouais, si l'AFP en fait, c'est que ça doit vraiment être sérieux. Finalement. Alors, encore une fois, aucun jugement sur mes camarades du Monde ou de Libé qu'en font et de façon excellente depuis des années et qui sont appréciés légitimement pour ça. Mais le fait que l'AFP, une institution, finalement, s'y mette, qu'on ait une image de neutralité, je crois que ça ça fonctionne bien plutôt avec le public. Et puis nous, on s'est mis des règles qu'on essaye de tenir. C'est de dire nous, on n'est pas là pour faire la leçon. On n'est pas là pour dire je caricature, mais pour dire ah oui, la plèbe ne comprend rien. Nous, tout en haut de la montagne, on va vous expliquer. Je caricature, mais par exemple, il est très important, nous, quand on va écrire, quand on va dire attention, ça c'est vrai, c'est faux, même parfois sur des choses où la réaction du public, ça va être mais comment des gens peuvent croire des choses, mais ils sont débiles. Nous, on fait pas la leçon, on fait jamais d'ironie, on est très premier degré finalement. On dit voilà, c'est faux parce que ceci, cela, etc. T'as avancé un petit peu ma prochaine question, qui était de la difficulté de gérer un peu le côté extrêmement frustrant quand on fait du fact-checking, de ce côté un peu tonneau des Danaïdes que peut avoir le web dans tout ce qui concerne la désinformation, c'est-à-dire que on a l'impression d'avoir enlevé un peu d'eau du tonneau et en fait il se remplit tout le temps. Cet afflux permanent de désinformation, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi quand on fait du fact-checking, j'imagine. Non, il faut effectivement avoir beaucoup de. Il faut pas désespérer. On voit quand même des choses qui changent. Effectivement, on voit quand même malgré tout qu'on est de plus en plus suivi, que de plus en plus ce qu'on fait est utilisé comme du matériel pédagogique. On voit aussi, par exemple, il y a beaucoup de désinformations en France, partout ailleurs, qui sont générées, vous savez, ce qu'on appelle les styles de clickbait. C'est-à-dire que je vais faire des nouvelles sensationnelles, fausses, pour attirer des clics. Et moi, voilà, donc j'ai beaucoup de clics sur le site, donc la pub me rapporte davantage. On a beaucoup flagué ces sites. Et pareil, je pense, dans l'esprit des gens, ils ont perdu beaucoup de crédibilité. Et j'allais dire, je vais pas dire que les choses sont réglées, loin de là, mais on en voit que certains qui faisaient n'importe quoi commencent à avoir quelques réflexes journalistiques. Encore une fois, c'est ma sensation, c'est mon impression, j'ai pas d'études derrière, mais pas plus tard qu'hier, même s'il a mis beaucoup de temps, vous avez un site en France à la fois connu et inconnu, c'est-à-dire que vous en entendrez jamais parler à la télé, mais vous avez 8 millions d'abonnés sur Facebook, c'est Santé Plus, la page Santé Plus magazine. C'est une page consacrée à la santé avec un site, voilà, et au milieu de choses assez anecdotiques, vous avez vraiment de la fausse information sur la santé. Et donc, par exemple, ils avaient écrit en disant, il y a quelques mois, des chercheurs ont mis au point un rein bionique. Voilà, donc c'est fini les dialyses, grosso modo. Donc, si vous connaissez des gens qui ont des dialyses, c'est des traitements extrêmement pénibles, extrêmement lourds, qui coûtent cher. Enfin voilà. Donc, si on vous dit, ouais, c'est la fin de la dialyse, je vais pas dire que c'est une révolution de la médecine. C'est faux. Je rentre pas dans les détails. C'est faux. Et ben, ils se sont corrigés. Donc, je me dis, c'est peut-être une petite victoire, mais que ce site très suivi enfin se corrige alors qu'il était vraiment dans une logique de clickbait et ne corrigeait jamais rien. Voilà, on arrive à faire quelque chose. Ce qui est parfois démotivant, c'est que désinformer 10 secondes et j'allais dire attention, c'est faux, ça peut prendre du temps. Un exemple, il y a eu récemment article très partagé qui dit sur Facebook qui dit l'ancien ministre Jérôme Cahuzac continue à toucher ses indemnités de ministre. Vous cliquez sur l'article, le point. Donc vous dites c'est sérieux. Sauf que le loup, il est où ? L'article date de 2017. Voilà.
ça commence juste là, la désinformation. Donc, vous aviez des milliers de partages de gens qui se disent, alors que cette personne a été condamnée, on refait pas l'histoire Cahuzac, continue à toucher des indemnités de ministre. Donc là, dans le discours anti-élite, anti-pouvoir, vous le nourrissez, etc. Bon. C'est très simple. La personne, ça lui a pas pris le temps de faire un copier-coller et de mettre, tous ces pourris à la tête de l'État, etc. Et derrière, alors c'est pas très dur à faire, il faut expliquer que c'était en 2017, etc. Mais finalement, le temps que vous détectiez, le temps que vous écriviez, qu'il faut dire attention, c'est faux, et que vous dites tiens, au fait, faut dire Cahuzac, où est-ce qu'il en est? Non, il touche plus rien, il a été condamné, etc. Ça prend 3, 4, 5 heures parce qu'il faut faire ça bien. Et 4, 5 heures sur quelque chose qui est viral sur les réseaux sociaux, c'est un moment de temps perdu. Donc il y a effectivement toujours l'impression de courir derrière, et ça parfois c'est frustrant. Et puis quand on fait un travail de journaliste, il faut aussi expliquer quand vous voulez dire attention, les choses se sont pas passées comme ça, les choses sont fausses, vous avez besoin de sources qui vont vous expliquer. Mais ce qui est tout à fait entendable dans un travail de journaliste normal, c'est-à-dire ce qu'on appelle des sources off. Quelqu'un, vous savez que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, il va dire je vous dis ça, vous savez que c'est certain, mais la personne pour se protéger peut pas dire, vous pouvez pas citer son nom. C'est du journaliste que ça peut être du journaliste d'excellence d'avoir des sources comme ça, comme le fait Mediapart, le Canard enchaîné ou le Watergate, c'est des sources off. Quand vous faites du fact-checking et que vous vous adressez à des gens, vous allez essayer de toucher des gens qui n'ont plus confiance en médias, si vous mettez des sources off, c'est fini. Donc il faut aussi presque éduquer parfois nos sources et leur dire non, moi je veux pas, je veux quelqu'un, un porte-parole, quelqu'un d'autorisé qui me dise c'est faux parce que X, Y, Z, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi, on a cette culture en France, on aime bien les bruits de couloir, on aime bien les rubriques fil rouge où les gens balancent, etc. Il faut sortir de ça, il faut que les gens assument. Et parfois, vous savez que c'est faux. Et il vous manque juste quelqu'un qui, en on, contraire de off, va vous dire c'est faux parce que clac, clac, clac. Ça, c'est aussi des frustrations. Alors, ça commence à changer, mais parfois, on est bloqué par ça. Nous, on veut pas écrire et de dire c'est faux ou c'est complètement différent avec une source qui n'est pas identifiée. Parce que la personne qui est déjà en défiance par rapport à nous, elle va lire notre article et dit ok, vous me dites que c'est faux, mais votre source, je sais pas qui c'est. En fait, vous écrivez n'importe quoi. Merci à Vincent Caucase et Grégoire Lemarchand pour leur réponse. C'était en juillet 2019. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.